Bon, bonjour à tous et toutes et tous. On est en petit comité parce que le séminaire reprend en présence après quand même un petit temps à distance sur Zoom, etc. Et avec en plus un changement d'horaire, voilà, en plein après-midi. Mais en tout cas, on est très heureux d'accueillir aujourd'hui Marie Rollier qui intervient sur un sujet qui nous tient beaucoup à cœur puisque c'est un petit peu un écho ou un rebond d'une journée d'études qui a eu lieu en mai dernier, co-organisée avec Antonin Liattard qui travaille dans le programme de recherche chorégraphie donc avec nous et avec Lou Forster qui est aussi là. Et cette journée d'études en mai dernier traitait du ballet équestre et des formes de représentation du ballet équestre au XVIIe siècle, avec cette idée que le ballet équestre nous emmenait bien au-delà de ce qu'il est dans ses formes de représentation et notamment dans son rapport à la géométrie, à la mise en scène du pouvoir sur la page du livre et notamment des livres de fête. Et donc c'est un petit peu aussi un écho qu'on est très heureux de voir reprendre aujourd'hui avec Marie Rollier, qui est doctorante en littérature française à l'université McGill à Montréal, sous la direction de Frédéric Charbonneau. Juste une petite parenthèse, c'est voilà, doctorante en littérature et c'est aussi intéressant pour nous de voir combien ces objets que sont la représentation du mouvement, des déplacements, des parcours, ces images techniques un peu composites, sont aussi des artefacts et des objets qui rassemblent des chercheurs qui viennent de disciplines très différentes. Et donc ça, je tiens aussi à le souligner finalement que voilà, nous sommes dans une institution qui est une institution dédiée à l'histoire de l'art, mais que l'histoire de l'art c'est bien au-delà d'une discipline. Et sa thèse s'intitule « Le centaure moderne, la figure du cavalier dans la littérature française de l'Ancien Régime, au miroir des premiers traités d'équitation français 1593-1789 ». Et dans cette thèse, elle mène une analyse comparée du cavalier d'Ancien Régime, tel que représenté dans les traités équestres, et le cavalier mis en scène dans la littérature de la période, et notamment dans la relation entretenue entre le cheval et le cavalier. Et là, je la cite, « Le cavalier agit d'une certaine manière comme un nom collectif désignant la paire plutôt qu'un élément, opérant lexicalement une forme de centaurisation symbolique entre l'homme et sa monture. » On lui doit plusieurs articles sur cette question et sur les traités équestres, et notamment un article que je vous recommande, qui recoupe pleinement nos travaux dans le programme et qui est particulièrement utile, et qui s'intitule « Sur le bon pied, rhétorique des premiers traités français de danse et d'équitation ». Et elle mène une réflexion sur les convergences entre danse, escrime, traités de danse, d'escrime et d'équitation dans l'éducation du gentilhomme entre XVIe et XVIIe siècle. Merci beaucoup, Marie, et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Est-ce que je peux enlever la masque? Okay, ça va être plus facile comme ça. Ça va, vous m'entendez bien? D'abord, bonjour. Je vous remercie de votre présence et je remercie également Pauline Chevalier pour sa très généreuse invitation à participer à ce séminaire. J'en suis particulièrement heureuse parce que les textes que je vous présente aujourd'hui s'ancrent bien dans le corpus que j'étudie dans le cadre de ma thèse, qui porte, comme Pauline l'a dit, sur les traités d'équitation écrits entre 1593 et 1789, et la représentation du cavalier dans la littérature française d'Ancien Régime. Une thèse que j'effectue donc à l'Université McGill à Montréal. Mais le sujet de la représentation du mouvement, de sa chorégraphie, et j'utilise les guillemets consciemment, dans ses ouvrages, me confère un tout nouvel angle d'analyse que j'avais d'ailleurs déjà eu l'occasion d'effleurer il y a 2 ans, donc lors du colloque sur en fait les très riches heures de la chorégraphie dont l'article que Pauline a cité est issu, organisé par Cornucopia, une association donc. Et j'avais comparé donc les deux premiers traités de danse et d'équitation français écrits respectivement par Thoineau Arbeau et Salomon Delabrousse. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'examiner la représentation du mouvement dans 2 traités d'équitation fondamentaux écrits au tournant du XVIIe siècle, donc d'abord celui de Salomon Delabrousse et celui d'Antoine de Pluvinel,
et cela selon une double perspective, donc celle de la géométrisation et de la rationalisation du mouvement. Donc, sans nécessairement entrer dans le monde du ballet équestre, qui nous donnerait une réponse un peu plus évidente, puisque nous étudions 2 traités ou manuels visant l'apprentissage de l'équitation, les pratiques didactiques de l'équitation visent-elles une chorégraphie du mouvement? Donc, c'est la question qui nous intéresse aujourd'hui. J'ai mis quelques petites précautions. En fait, on va utiliser ce terme donc, de chorégraphie avec des guillemets, puisque nous sommes là 1 siècle avant la première occurrence du mot, donc par Raoul Auger Feuillet dans son art de décrire la danse par caractère, mais aussi parce que nous parlons d'un art qui est distinct de celui de la danse, ce qui mène à en avoir un emploi, sinon figuré, du moins étendu. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter plus avant les ouvrages de Labroue et de Pluvinel, avant d'introduire les concepts de géométrisation et de rationalisation, que j'illustrerai dans chacun des 2 ouvrages, en considérant la méthode des auteurs et leurs illustrations. Et cela devrait nous amener dans un second temps à voir comment la géométrisation et la rationalisation sont des outils qui, oui, sont communs aux deux auteurs, mais qui servent des objectifs qui sont distincts. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ces 2 ouvrages. Salomon de Labroue et Antoine de Pluvinel sont donc réputés avoir rédigé et fait imprimer les 2 premiers traités équestres écrits en français qui font date. Donc, je dis imprimés parce qu'en effet, on compte également plusieurs manuscrits qui ont diffusé un traité écrit par le sieur de Lugny en 1597, dont Frédéric Magnin a réalisé l'édition il y a quelques années, je pense 2 ou 3 ans. On peut aussi compter entre l'écriture et la publication des 2 ouvrages, l'un ou l'autre petit texte, dont la pratique du cavalier de Menou de Charnézé, dont on va reparler plus tard, mais leur fortune ne se compare pas du tout à celle des ouvrages de Labroue et de Pluvinel. Donc, Labroue et Pluvinel, on va le voir, ont vécu, si on veut, des vies aux trajectoires un peu parallèles. Donc, Salomon de Labroue est né vers 1530 en Gascogne, et pour des raisons sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard, mais qui sont relativement importantes, on peut le supposer protestant. Donc, il est mort vers 1610. Pluvinel, quant à lui, est un gentilhomme dauphinois, né quant à lui en 1555 et mort en 1620. Donc, ils ont à peu près 25 ans d'écart. Pluvinel est très proche de l'entourage royal. Il va accompagner Henri III en Allemagne et en Pologne avant de diriger les grandes écuries sous Henri IV et de pourvoir à l'éducation équestre de Louis XIII, qui est narré dans son traité, ce pourquoi il est connu aujourd'hui. Il est aussi fondateur d'une académie équestre, donc à Paris, pour l'éducation des jeunes gentilshommes, une académie qui est fondée en 1594. Donc, à peu près contemporains, ils ont tous les 2 appris l'équitation en Italie dans leur jeunesse, lors d'un voyage éducatif typique dans la 2e moitié du 16e siècle pour les membres de l'aristocratie qui en avaient les moyens, donc pas tous, mais une grande partie, où ils reçoivent tous les 2 l'enseignement du célèbre écuyer napolitain Giambattista Pignatelli. Et cet élément-là aussi est important, donc ils ont les mêmes sources de leur équitation. Et c'est cette expertise italienne-là, en matière d'équitation, qu'ils vont ramener en France, chercher à s'approprier, donc en fonction de leur propre personnalité également, et développer, de manière à fonder les bases d'une équitation nationale française. Donc, je pourrais aussi en parler longtemps, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Dans les 2 cas, le traité est leur ouvrage unique. Donc, ils n'ont pas écrit d'autres textes connus, en tout cas. Et il vient couronner, si on veut, leur carrière. Ils cherchent par là aussi à inscrire leur méthode dans la postérité. C'est un legs, en fait. Et ces ouvrages, qui sont écrits donc à la fin de leur vie, connaissent en effet une fortune éditoriale importante. Donc, l'ouvrage de Labroue, d'abord, est publié pour la première fois chez Jérôme Autin. Donc, je vous ai mis la page titre ici de cette première édition d'Editio Princeps.
à La Rochelle en 1593. C'est une édition qui est très sobre. On va en voir plusieurs planches et images plus loin dans mon diaporama, mais qui est néanmoins riche en illustrations. Et il est publié donc sous un premier titre qui est celui des préceptes principaux que les bons cavaleristes doivent exactement observer en leurs écoles. Et pour vous donner une indication de la taille de l'objet, c'est un in-folio. Okay? C'est un texte à l'ampleur considérable, composé de 3 livres et qui totalise à peu près 480 pages. Donc c'est énorme. La taille de l'ouvrage, l'abondance des illustrations et le sujet en font un titre relativement atypique pour le catalogue de Hautain et qui contraste vivement avec le reste de son catalogue qui est plutôt donc une maison connue pour ses ouvrages religieux protestants et son style austère, mais aussi pour la publication de pamphlets ou de titres très très courts. Donc un ouvrage de presque 500 pages est notable. Et rappelons aussi, à titre informatif, que La Rochelle est alors un fief protestant. Donc, c'est un choix qui a des conséquences. Et c'est Abel Langelier, donc le célèbre imprimeur parisien, qui va par la suite reprendre le texte de Labroue, en tirer une seconde édition en 1602. Il va changer le titre et la page de titre pour le cavalleriste François, et c'est sous ce titre-là, en fait, qu'on connaît davantage l'ouvrage de Salomon de Labroue. Cette édition de 1602 va être réimprimée à plusieurs reprises, partiellement ou entièrement, c'est-à-dire soit un des livres, 2 des livres ou les 3 livres au complet. Et on compte également une 3e édition, donc chez Henri Duménil, à partir de 1628. Et celle-ci va connaître des réimpressions jusqu'en 1646. Donc considérant les traités d'équitation, c'est vraiment une fortune éditoriale conséquente. Et le texte de Pluvinel connaît aussi une histoire éditoriale, disons, au moins aussi complexe. Donc, le projet du texte de Pluvinel a été lancé avant 1617, et était presque achevé quand Pluvinel est mort en 1620. C'est-à-dire que c'est une édition qui est posthume. Donc, quand Pluvinel meurt en 1620, il laisse inabouti le travail préparatoire au livre, qui comprend le texte de Pluvinel et les planches d'un graveur, Crispin de Passe, le fils du graveur de Crispin de Passe père, donc un graveur néerlandais venu pour l'occasion et qui enseignait également le dessin aux élèves de l'Académie de Pluvinel. Donc, Crispin de Passe, sans doute pour rentabiliser le travail effectué, il y a beaucoup de travail, a fait imprimer l'ouvrage à ses frais chez Guillaume Lenoir en 1623, et ça, c'est le Manège royal. Donc, c'est un livre qui se présente sous l'aspect d'un in-folio, mais au format oblong, c'est-à-dire horizontal. Et il existe, juste à titre informatif aussi, un exemplaire du Manège royal aux armes de Louis XIII, donc avec une magnifique reliure qui se trouve à la BNF. Voilà. Et disons, choqué par cette parution apocryphe faite par Crispin, Menu de Charnisay, qui est un élève de Pluvinel et dont j'ai parlé tantôt, donc qui avait écrit un petit ouvrage qui s'appelle La pratique du cavalier en 1614, c'est ça, où il donnait les préceptes de son maître, va reprendre le texte préparatoire de Pluvinel, l'augmenter, se servir des gravures de Crispin et rééditer en fait le texte, le faire imprimer chez Michel Nivelle 2 ans plus tard, donc en 1625, et toujours dans un format in-folio. Et ce texte-là, c'est l'instruction du roi. Et c'est sous ce titre-là qu'on reconnaît le plus souvent l'ouvrage de Pluvinel. Donc, pour vous donner une idée de cette double fortune éditoriale, si on veut, le bibliographe équestre Ménécée de la Lance résume les différences entre les 2 ouvrages ainsi. Les amateurs de belles gravures doivent donc rechercher le premier ouvrage, donc, publié par Crispin, et les vrais cavaliers, le second.
Voilà. L'ouvrage de Pluvinel se présente sous une forme radicalement différente de celle du traité méthodique et organisé par sujet et degré de difficulté de la broue. Effectivement, il s'agit d'un dialogue. Plus tard, ça viendra. Il s'agit d'un dialogue, une forme commune. Donc, pour les... En fait... Ah oui, c'est... OK, j'avais juste oublié cette image. Donc, ici, on voit le portrait de Pluvinel et le portrait de Menou, toujours par Crispin. Et les petits vers qui sont en dessous du portrait montrent assez bien, en fait, pas la concurrence entre les deux, mais la reprise, en tout cas, de l'influence de Pluvinel par Crispin, par Menou. Donc, si l'on doit rendre à Pluvinel honneur pour avoir fait ce livre charnisé qui le fait revivre, mérite un renom éternel. Voilà. Et juste aussi pour vous dire, je pense que dans les années 1660, le livre a encore été réimprimé, et cette fois-ci, c'est le nom de Pluvinel et de Menou, pas seulement celui de Pluvinel qui apparaît sur la page de titre. Donc, pour montrer que finalement, c'est plus une collaboration, en tout cas, c'est ce que Menou aimerait bien que je dise aujourd'hui, entre les deux auteurs qu'une simple écriture par Pluvinel. OK. Je reprends. Voilà. Donc, il s'agit donc d'un dialogue, une forme qui est relativement commune pour les ouvrages didactiques pendant la Renaissance et au XVIIe siècle. On peut, par exemple, penser au traité de danse de Thoinot-Arbeau, qui met en scène l'apprentissage d'Arbaud avec son élève, Capriole. Mais le traité de Pluvinel met en scène un élève d'une autre envergure que le petit Capriole. Il s'agit de Louis XIII, qui, comme je l'ai mentionné précédemment. Et le roi et Pluvinel vont donc engager une conversation avec un tierce interlocuteur qui est le grand écuyer, Monsieur le Grand, duc de Bellegarde. Et cette discussion va se poursuivre au fur et à mesure de l'apprentissage qui est exceptionnel, je vais en reparler plus tard aussi, de Louis XIII. Donc, on va revoir plein de plans, vous allez voir, mais je vous montre déjà donc, les trois protagonistes de ce dialogue. On a Monsieur de Plus, donc Pluvinel, Monsieur le Grand, donc le grand écuyer, le duc de Bellegarde, et le roi qui est ici âgé de 16 ans, mais qui commence son apprentissage équestre à 14 ans. Et je vous ai mis aussi juste un extrait du texte pour vous montrer comment le texte se présente, c'est-à-dire qu'on a véritablement un dialogue qui est presque théâtral avec la mention du personnage et puis du discours direct. Voilà. Et il y a souvent justement des questions qui sont posées par le roi et qui laissent place aux longues explications de Pluvinel. Donc, je reprends sur Louis XIII. Vous rappelez en outre que Louis XIII est le fils d'un cavalier de premier ordre qui était Henri IV. Okay? Donc, il a quand même une certaine pression. À 14 ans, Louis XIII avait déjà bien entendu bien se tenir à cheval et connaissait les mouvements de base de l'équitation, ce qu'on appelle, si on veut, la basse école. Donc, dès sa première leçon avec Pluvinel le 6 juillet 1615, il monta un petit cheval noir nommé le couchon ou le cochon. Il alla le pas, le trot et courbette et passade, en rond, en battu, en avant, aussi juste qu'il n'y avait à redire. Donc, c'est ce que raconte Jean Héroard donc, dans son journal de l'enfance de Louis XIII. Mais il fallait encore lui apprendre les sauts, les airs relevés, la haute école, et le fonctionnement des courses de bagues et de quintaines. Donc, autant de mouvements et de manœuvres qui feraient de lui un cavalier avisé. Déjà, avec ces quelques éléments, on voit se dessiner deux tendances distinctes dans l'objectif visé par Labroue et Pluvinel. Donc, tandis que Labroue cherche à élaborer une somme de ses connaissances et à la disposer sous la forme d'une méthode, l'ouvrage de Pluvinel consiste en une démonstration optimale considérant l'importance de son élève, de son savoir-faire. Donc, leur approche de l'écriture du mouvement, toutefois, s'envisage dans les deux cas comme une entreprise de géométrisation et de rationalisation.
Et cette entreprise de géométrisation et de rationalisation du mouvement, elle s'explique grâce à la conjonction de nombreux facteurs. Donc, le premier de ces facteurs-là est militaire. Je suis pas une historienne de la guerre, mais j'en fais quand même un petit contexte. Donc, il faut pas oublier que l'équitation du 16e siècle est loin d'être le sport que l'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est une pratique qui est à vocation militaire et elle le restera encore longtemps. Donc, vers le milieu du 16e siècle, la cavalerie s'est de beaucoup allégée par rapport à celle du Moyen Âge. Donc, les chevaux sont plus légers eux-mêmes, les armures et les armes également. Donc, celle-ci est donc, dans les batailles, disposée de part et d'autre de l'infanterie. Et elle se déplace de façon à perpétrer des escarmouches, si on veut, dans le camp ennemi. En effet, le maintien de l'ordre dans la bataille équivaut, si on veut, au maintien du contrôle de ses troupes. Et cet ordre est nécessaire au fonctionnement de l'artillerie. Pour ne citer qu'un exemple, les mousquetaires, donc ceux qui manient le mousquet à mèche, doivent réaliser pas moins de 78 mouvements pour chaque tir. Okay? Donc, c'est-à-dire recharger, nettoyer, je ne sais pas exactement ce qu'ils faisaient, mais c'est en tout 78 mouvements. Ce qui veut dire qu'il ne tirait qu'environ 6 à 7 fois par bataille. Et cette lenteur du tir nécessite un relais entre les tireurs sur la première ligne. Ce qui veut dire que l'artillerie doit être placée dans au moins 10 rangées successives. Bref, vous comprenez que plus longtemps l'ordre tient dans ces rangées-là, plus élevées sont les chances de remporter la bataille. D'où l'importance aussi, en fait, des escarmouches des cavaliers qui vont essayer de semer le désordre dans le camp adverse. Donc, vous comprenez. Donc, d'un point de vue stratégique, l'étude des configurations géométriques des ordres de bataille de l'opposant permet également de tenter de déduire les différents déploiements qu'il vise à adopter au cours de la bataille. Donc, c'est la géométrie dans la stratégie militaire se fait sur le terrain, mais aussi en amont. Je vous ai mis... OK, je vais en parler juste maintenant. Donc, un deuxième facteur concerne le monde de l'imprimé. Donc, en effet, la transmission de cette volonté d'ordonnancement passe par sa mise en livre et par les contraintes imposées par l'imprimerie, qui accroissent en fait cet effet de géométrisation. Par exemple, l'art de la guerre de Machiavel, donc qui est imprimé pour la première fois donc, dans une traduction par Jean Charlier en 1546, et qui s'inspire des formations militaires à la romaine, donc géométriques, représente ces figures à l'aide de lettres. Okay? Donc, au lieu d'avoir des bois gravés, mais il y en a quand même à la fin de l'ouvrage, ici, il décide de représenter ces figures avec des lettres, donc des caractères d'imprimerie, ce qui, nécessairement, parce que la feuille de caractère est réglée en fonction des lignes de la page, ce qui amène une nécessaire géométrie. Donc, pour vous montrer, donc, les chevaux légers ici sont représentés par un Y, et on les voit, en tout cas, dans cette image-là, il n'y a pas de cavalerie, mais qui sont vraiment sur les ailes à gauche et à droite, comme je le disais tout à l'heure. Voilà. Donc, sans utiliser de bois, donc il le fait par la suite, mais dans un tracé qui est beaucoup plus grossier. En fait, en utilisant les lettres, il peut se permettre des dessins beaucoup plus fins. Il travestit la plaque d'impression et les caractères pour obtenir une forme qui est précise. Donc, la page se transforme, se fait champ de bataille et les caractères sont les pions de la stratégie militaire. Donc, la nature de l'imprimé, parce qu'elle permet la reproduction infinie d'images identiques, favorise donc cette géométrisation, tout comme la diffusion de cette géométrisation. Donc, un troisième facteur, qui est non sans lien avec le dernier, mais ils sont tous liés de toute façon, concerne la recrudescence des études euclidiennes vers 1570,
avec, entre autres, mais je ne suis pas non plus une historienne des mathématiques, la traduction latine par Christophorus Clavius en 1574 des éléments de géométrie d'Euclide, qui restera une édition de base pour les mathématiciens jusqu'à Descartes, en tout cas au moins au milieu du XVIIe siècle, mais aussi avec l'impression de plusieurs éditions en français, notamment celle de Pierre Forcadell ou de Jean Errard, dont j'ai mis une image ici, qui applique également, pas dans ce traité-là parce que c'est un traité simplement de géométrie appliquée, mais qui applique la géométrie aux fortifications et crée également l'École française de fortification. Donc la diffusion des mathématiques bénéficie de l'imprimé et de la technique de reproduction des images. Et d'un point de vue éducatif, tant la géométrie, les mathématiques que les fortifications faisaient partie du cursus enseigné dans les académies pour gentilshommes de l'époque, okay? Comme celle de Pluvinel, qui incluait en outre le maniement des armes, l'équitation et la danse. Mais le fait qu'elle soit enseignée et pratiquée dans un même cadre, qu'elle fasse partie d'un même programme d'éducation, m'amène à penser en fait que ces disciplines ont dû nécessairement s'inter-influencer, en tout cas au niveau de la pédagogie, de l'apprentissage de ces disciplines-là. Et dernier élément, en fait, la mise en livre ou la réduction en art de ces trois techniques du corps, donc, que sont l'escrime, la danse et l'équitation, c'est-à-dire, et je cite la définition d'Hélène Vérin, donc de la réduction en art, donc de conduire ou ramener au moyen de l'écriture et de la figuration les savoirs à l'ordre de l'art, se produit à peu près concomitamment, donc au même moment pour les trois disciplines à la fin du 16e siècle. Okay, donc, ce n'est pas un hasard non plus. Et donc, par réduction en art, on entend les manuels, les ouvrages théoriques, les ouvrages didactiques, visant à condenser une somme de connaissances et à les ordonnancer également. Donc, toujours selon Hélène Vérin, ce phénomène de réduction en art par l'écriture induit un effet sur le mode de transmission. C'est-à-dire que les figures, les illustrations, qui étaient d'abord des bois gravés, puis qui seront des figures en taille douce éventuellement, qui accompagnent souvent les textes, vont renforcer les effets de géométrisation des gestes ou des postures, puisque ceux-ci, nécessairement dans l'imprimé, ne peuvent qu'être statiques et bidimensionnels. Okay, donc, on a un effet retour, la géométrisation qui se trouve dans les manuels, qui se trouve dans les ouvrages didactiques, impacte, si on veut, la pratique de la discipline. Donc, ceci ne peut... Donc, non seulement le geste, mais aussi la rationalisation de l'espace. Voilà. Et le format rectangulaire de la page, qui se faisait champ de bataille tantôt, se fait désormais un manège, donc, qui est aussi rectangulaire, une salle de danse ou une salle d'escrime. Donc, l'idée de géométrisation dans les arts de l'épée, donc, a été traitée par Hervé de Rivillon assez bien, et il explique en fait, et je le cite, que chaque mouvement de l'escrimeur trace dans l'espace une figure composée de deux éléments que sont le cercle et la ligne. Donc, c'est-à-dire que le cercle est le corps, la ligne est l'épée. Okay? Donc, les mouvements de l'escrimeur ne sont donc qu'une série de lignes et de cercles. Et toujours selon Hervé de Rivillon, la géométrisation, en tout cas dans les arts de l'épée, s'exprime ainsi. Donc, tout l'art du maître d'armes consiste à réduire les mouvements de l'épée et du corps aux figures les plus simples, les plus directes et donc les plus rapides. Okay? Donc, le but, c'est de réduire tous les mouvements qui seraient des espèces de bruits, qui seraient non efficaces, qui seraient dépenses d'énergie également, pour arriver au mouvement optimal qui est nécessairement, en tout cas dans les esprits des maîtres d'armes au 16e siècle, géométrique.
Et cette géométrisation s'illustre dans un exemple fameux, tant du point de vue de l'histoire de la discipline que de l'histoire du livre. Il s'agit de l'Académie de l'épée de Gérard Thibaut d'Anvers. Je ne sais pas si vous connaissez non plus. Donc, c'est un livre qui est imprimé en 1628. C'est un grand in-folio très impressionnant. Et c'est un livre qui est considéré comme l'une des plus belles réalisations qu'un atelier d'imprimerie ait produit au XVIIe siècle. C'est vous dire. Et il s'agit encore à ce jour du traité d'escrime le plus détaillé et extensif. Son auteur, donc Gérard Thibaut d'Anvers, base sa théorie sur la démonstration, et je cite donc par règle mathématique sur le fondement d'un cercle mystérieux du maniement des armes à pied et à cheval. Bon, je fais une petite parenthèse, cette histoire du cercle mystérieux qui suscite sans doute votre curiosité a été bien sûr remise en question par les mathématiciens et absolument c'est une rhétorique plus que des fondements. Okay? Mais l'importance de cette rhétorique-là est intéressante et notable. Voilà, et c'est donc une œuvre qui est titanesque, si on veut, et qui devait précéder une seconde partie. Donc, ce qu'on en a, c'est seulement une première partie, qui est l'application de ces règles fondées sur le cercle mystérieux de l'escrime à cheval. Malheureusement pour moi, qui aurais vraiment aimé voir ce livre, il n'existe pas parce que Thibaut d'Anvers est décédé donc d'une mort prématurée quelques mois avant la fin de l'impression de sa première partie. Donc la deuxième partie, j'y reste parfois le soir, mais n'a jamais vu le jour, tout simplement. Voilà. Mais il faut tout de même soulever la facture exceptionnelle de l'ouvrage, auquel ont participé pas moins de 16 graveurs, dont Crispin de Passe, le père du fils. Le fils qui réalisa donc les planches du manège royal. Et donc, en plus du format de cet ouvrage, de l'influence entre le travail du père et du fils, les effets de perspective architecturale, la représentation de l'homme de Vitruve. Bref, il y a plusieurs éléments qui permettent de tracer des parallèles entre l'ouvrage de Pluvinel et celui de Gérard Thibaut d'Anvers et d'en rapprocher, si on veut, les enjeux éditoriaux. Et bien sûr, envisager l'éventualité de ce second tome qui est avorté permet aussi de voir les recoupements entre les deux disciplines. Donc, considérer ces différents facteurs que sont donc le développement des tactiques militaires, celui de l'imprimé, l'éducation de la noblesse, la réduction en art des techniques du corps, donc je le rappelle, l'escrime, l'équitation et la danse, permettent d'envisager les phénomènes de géométrisation et de rationalisation dans un contexte qui est bien sûr global. S'il se manifeste dans les traités de Labroue et de Pluvinel, ce n'est pas fortuit, c'est au contraire inscrit dans l'air du temps. Donc, écrire le mouvement en vue de sa reproduction au XVIe siècle passe nécessairement par ce double filtre. Donc, je vous ai mis, c'est des influences qu'on sent, même si c'est à petite échelle, à échelle vraiment réduite, si on veut, donc qu'on voit ici dans le traité de Thibaut d'Anvers et chez Pluvinel. Et cette planche-là, qu'on trouve dans l'édition de 1623, ne se retrouve plus ensuite dans l'édition faite par Menou en 1625. Elle a été retirée tout simplement. Okay? C'est dire, si on veut, l'influence du graveur sur le traité. C'était sans doute une volonté du graveur et non pas de Pluvinel d'avoir cette illustration-là, qui porte aussi un peu, en fait, à polémique, parce qu'on s'est demandé qui était l'homme représenté, qui est-ce qu'on peut représenter nu, certainement pas le roi, sans doute pas Pluvinel, encore moins Monsieur de Bellegarde. Bref,
c'est ça, c'est une planche qui est unique. Elle se trouve seulement dans l'édition de 723 et qui montre bien justement cette volonté de géométrie et qui trace des liens entre le regard, la position, etc. Donc, troisième lieu. Donc, on entend cette entreprise de rationalisation du mouvement comme son organisation de manière logique et rationnelle. Et dans la mesure où il s'agit ici d'ouvrages didactiques, le rendant propice à son apprentissage, à sa mémorisation et à sa reproduction. La géométrisation ici se distingue par l'organisation de l'espace où se déroule le mouvement, c'est-à-dire l'application pratique de la géométrie, donc de ses formes, des cercles, des carrés, des droites, des parallèles, des ovales, des spirales, pour guider les gestes. Donc, nous envisagerons ici ces deux types d'organisation sous deux aspects dans lesquels se présentent au sein des ouvrages de Labroue et de Pluvinel. D'abord, la méthode qu'ils emploient et ensuite comment ils culminent, si on veut, dans les illustrations. Il y a un troisième aspect dont j'ai décidé de ne pas parler ici, mais je vais juste le mentionner rapidement, et il s'agit de la... C'est un effet de rationalisation propre aux réductions en art et qui est le fait de ramener, si on veut, la méthode à des préceptes, okay, à des maximes, c'est-à-dire à condenser, un peu comme dans les ouvrages de mathématiques ou de géométrie où on cherche à condenser sous la forme d'axiomes la méthode. Mais bon, un jour peut-être. J'en parlerai dans ma thèse. Et donc, dans ce souci de méthode, de Labroue transparaît d'abord dans l'organisation de son ouvrage, donc qui est divisé en trois livres, comme je l'ai dit. Et ceux-ci sont sous-divisés en courts chapitres qui permettent de regrouper des sujets connexes et de voir aussi une progression. Et la progression est à la fois celle du cheval et celle du cavalier. Okay, donc, au début de l'ouvrage de Labroue, on part avec un jeune cavalier, donc qui a tout à apprendre, et un jeune cheval qui a aussi tout à apprendre. Donc, on note également des traces supplémentaires de ce souci d'ordre, c'est-à-dire que Labroue inclut même un lexique de termes, donc qui ouvre l'ouvrage, des tables des matières qui terminent chacun des livres. Bref, l'ouvrage de Labroue se veut, à l'image de sa méthode, structuré, progressif et complet. Donc, le premier livre se consacre à traiter des éléments de base. Ce sont, si on veut, les premières leçons, tant pour le cheval que le cavalier. Le troisième livre est, quant à lui, quelque chose qu'on voit souvent, en fait, dans les traités d'équitation au 16e et 17e siècle, c'est-à-dire c'est un traité de mort. Je ne sais pas si, en tout cas, je peux vous montrer éventuellement après. Et c'est surtout dans le deuxième livre qu'on retrouve le traitement des figures géométriques. Mais ce qui est traité lors du premier livre, c'est également la position du cavalier, donc qui est vraiment un élément de base, ce qu'on appelle aussi son assiette encore aujourd'hui. Et celle-ci est abordée comme un assemblage géométrique précis et juste millimétriquement. Donc, il n'y a pas ce genre d'image dans le traité de Labroue, mais on peut l'avoir en tête quand on lit cette description-là. Donc, Labroue demande donc au cavalier qu'il tienne ordinairement la tête droite, le visage directement à l'opposite de la nuque du cheval, les épaules également droites et nivelées, plutôt un peu penchées en arrière que trop en avant, sans que la droite soit plus reculée que la gauche, le point de la bride à la hauteur et au niveau du coude de celui-ci. Juste petite parenthèse, on montait à cheval donc avec une seule main et l'autre main tenait la gaule, pas comme aujourd'hui où ce sont les deux mains qui sont sur les rênes. Et communément environ 3 ou 4 doigts plus haut que la tête de l'arçon de la selle. Et 2 doigts plus avancés, le coude du bras de la gaule, ordinairement un peu plus avancé que l'os de la hanche, un peu plus ouvert et loin du corps que celui de la bride. La gaule le plus souvent mouvante ayant la pointe en haut, l'estomac un peu avancé pour ne paraître avoir les épaules voûtées.
Les fesses avançaient aussi afin de ne se trouver assis trop loin de l'arçon de devant, qui est une particularité malséante. Les reins droits et raides, les cuisses fermes et comme collés dedans la selle. Les genoux serrés et plutôt tournés en dedans qu'en dehors. Les jambes autant proches du cheval qu'il se pourra, tendues et droites, comme l'on est à pied, debout et droitement arrêté. Et en quelques lieux pleins et unis. À savoir, si le chevalier est de grande ou médiocre taille, et s'il est de petite stature, il doit tenir les jambes les plus avancées et voisines des épaules du cheval, qui sera possible, quelque chose qu'on ne fait plus du tout aujourd'hui, le talon plus bas que la pointe du pied, sans être tourné en dedans ni en dehors, le bout du pied droitement et sûrement assuré, sur le milieu de la planchette de l'étrier, et de façon que la pointe de la semelle de la botte outrepasse la planchette environ 1 pouce. Et j'ai souligné dans mon extrait toutes les mentions, les répétitions de cette nécessité de droiture, qui sont aussi, à mon sens, en fait, des traces, si on veut, de cette nécessité d'ordonnancer ou en tout cas de géométriser. Donc, cette description donne l'avantage par rapport à une gravure de la juste posture du cavalier de donner des indications en 3 dimensions. Et donc de préciser notamment la rotation du genou ou l'ouverture de la hanche. Ou même des indications de pression, comme on voyait avec le fait d'avoir les genoux pressés, les cuisses serrées comme collées à la selle. Mais globalement, le corps, tant ce qu'on en voit que son intérieur, donc Labroux mentionne l'os de la hanche, l'estomac, etc., doit être redressé, droit, dans la verticale et sans aucun déséquilibre horizontal. Donc, toute atteinte à cette géométrie est en vue et Labroux le précise comme étant malséante. Donc, Labroux rajoute malgré tout une exception, donc qui n'est pas dans cette description, mais juste après, qui est un déséquilibre permis et nécessaire et qui est la longueur de l'étrier droit, qui peut être d'un demi-point plus long que l'étrier gauche, plus court, parce qu'il soutient la plupart des actions que le cavalier effectue et qui se font donc à droite. Donc, parce que nécessairement, il a son arme à droite, il doit être capable de reposer plus de poids et donc avoir plus de soutien, donc ce qui explique pourquoi son étrier est un peu plus court. Mais Labroux rajoute aussi que le fait que l'étrier de gauche soit un peu plus long permet aussi plus aisément au cavalier de monter à cheval. Donc, c'est un déséquilibre qui a deux avantages, ou 2 raisons d'être. Et je reviens à cette planche. Donc, chez Pluvinel, on retrouve une planche dans l'édition de 1723 qui disparaît, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui inscrit le cheval et le cavalier dans un carré et qui reprend la géométrie de l'assiette de Labroux. Donc, ici, je cite Pluvinel, la face du cavalier doit regarder droit entre les 2 oreilles du cheval. Je l'ai aussi. Ouais. Donc, la face du cavalier doit regarder droit entre les 2 oreilles du cheval, les 2 épaules avancées également, faisant un petit creux au dos et la ceinture avancée. La main gauche tenant la bride environ 3 doigts au-dessus du pommeau de la selle, la main droite tenant une houssine, qui est la même chose que la gaule, un peu penchante vers l'oreille gauche du cheval. Les deux coudes également éloignés du corps. Les jambes sont avancées et les genoux serrés, la pointe du pied proche de l'épaule du cheval et le talon plus bas que la pointe du pied tourne en dehors. Donc, il y a quelques petites différences, mais on voit que c'est une description de la position qui est presque une reprise, si on veut, de celle de Labroux. Et autant les déséquilibres de l'assiette du cavalier doivent être réglés que les asymétries du cheval. Donc, Labroux consacre donc un petit chapitre aux chevaux qui portent ordinairement le nez plus d'un côté que de l'autre. Et donne des techniques d'assouplissement qui permettront au cheval de garder sa tête droite. Et le travail de rationalisation de Labroux se résume ainsi dans un sonnet du pasteur Jean Boisseul qui ouvre le 2e livre par une sorte d'aphorisme aussi simple qu'hyperbolique. Donc, Jean Boisseul dit de Labroux, « Ainsi ta raison, d'où le cheval de raison. Okay. »
Mais celui-ci met ici l'accent sur la capacité de transfert du rationnel. Donc, Labroue, par sa méthode, arrive même à mener les êtres non raisonnables, les animaux, à la raison. Et c'est à peu près la même expression qui se retrouve chez Pluvinel, qui explique dans le dialogue vouloir, par sa méthode, réduire les chevaux à la raison. Et donc, c'est dans le deuxième livre de Labroue que se retrouve à plus proprement parler le travail sur les figures, comme je le disais tout à l'heure. En commençant par les plus simples, mais tout y revient de toute façon, et ceux parmi vous qui ont déjà monté à cheval le savent très bien, c'est-à-dire la ligne droite et la ligne courbe. Okay. Et de vouloir chercher à ce que le corps du cheval soit droit sur la ligne droite et courbe sur la ligne courbe. Okay. Tout le travail de l'équitation est résumé ici. Voilà. Cette recherche, c'est celle de la rectitude, celle de la justesse. Et Labroue écrit donc, pour ranger ainsi le cheval, ce sont les termes qu'il utilise, il faut commencer par la figure la plus simple, le rond ordinaire. Et c'est seulement à partir de la maîtrise de ces formes les plus simples, le cercle et la ligne, que le cavalier va éventuellement aborder les formes plus complexes, qui ne sont, au final, que la conjonction et la multiplication des premières. Et Labroue insiste sur cette justesse dès les premières armes du cavalier, car il s'agit là du socle, de la base des connaissances et des compétences de celui-ci. Donc, lorsque Labroue commence à voir ces figures que sont les passades, donc les passades, c'est une figure qui ne connaît plus l'équitation aujourd'hui, mais typique pour l'équitation au 16e et 17e siècle, qui sont composées d'un segment droit, puis d'une volte au bout, parfois ça peut être une demi-volte ou une double volte, en tout cas il y a plein de variations, et qui sont la plupart du temps réalisées à grande vitesse. Donc il avertit que la justesse se devine notamment par les signes physiques que donne le cheval. Donc, les figures doivent être vivement et justement commencées, je cite ici Labroue, fournies et fermées sans fougue ni confusion, et pareilles d'air, de force et de toute proportion, tant à une main que de l'autre, donc comme d'un côté comme de l'autre, du commencement jusqu'à la fin de la leçon. Et le dernier arrêt, justement contreposé sur ses hanches, droit, facile et nerveux. Et quand Labroue dit droit, c'est-à-dire que le cheval soit droit, qui forme un carré, que l'avant-main et l'arrière-main soient à égale distance et que chacun des pieds du cheval soit aussi équidistant. Sans aucun faux mouvement de tête, de bouche, de queue et surtout point précipité ni trop étendu, c'est-à-dire carré. Ne pas obtenir une figure juste, c'est risquer de manquer d'ordre, d'être désordonné, ce que l'on pourrait peut-être considérer comme la pire insulte pour un cavalier. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet épisode à l'épreuve de pentathlon cette année, mais encore le fait d'être désordonné, c'est la pire insulte qu'on peut faire à un cavalier. Donc, Labroue réprouve ainsi tout fracas dans la démonstration, toute impatience qui peut rendre la cavalcade confuse, désordonnée, dommageable, ou hâter et précipiter l'ordre. Même lorsque Labroue aborde les moyens plus violents pour contraindre le cheval à l'obéissance, il faut que ça se passe sans désordre. Donc, ces moyens, pour finir, il cherche à éviter autant que possible, donc en privilégiant les hommes de cheval disposés à la rigueur, qui sont patients, industrieux, pour pratiquer proprement les bonnes règles et les plus justes proportions de cet art. Okay. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'ouvrage de Pluvinel n'est pas du tout structuré de la même façon que celui de Labroue. Mais d'une certaine façon, on peut dire qu'il n'en est pas moins méthodique, dans la mesure où il rapporte l'apprentissage du roi au gré de deux fils qui animent la discussion. D'abord, le fil qui est celui que veut suivre le maître, donc le maître qui connaît les différentes étapes que doit franchir son élève. Et ensuite, deuxième fil, les questions nombreuses et étoffées du roi,
qui encourage Pluvinel à aller plus loin, lui demande des explications et des précisions. Donc, on s'entend que tout cela est artificiel, c'est un dialogue qui a été réécrit, mais c'est quand même deux fils qui sont distincts et qui organisent, si on veut, la dynamique entre les personnages. Et qui, en tout cas, on le verra tantôt, mais qui peut quand même dénoter un certain souci de réalisme ou qui peut effectuer des rappels à des choses qui se sont réellement passées, peut-être, qui sait, des questions que Louis XIII a réellement posées. Donc, on suit donc l'apprentissage du roi. Entre ses premières leçons, sa rencontre avec le Bonite, donc, qui est un cheval B de race barbe, un cheval donné par le grand écuyer et qu'il décrit ainsi comme le parangon, certes, de tous les chevaux de manège du monde, tant pour sa beauté, et vous pouvez le voir quand même, que pour son excellence, son agilité. Et, dit Monsieur Legrand, ce n'est pas sans cause qu'il s'appelle le Bonite. C'est intéressant quand même de voir que juste après cette présentation du Bonite, Monsieur Legrand rappelle que le connétable de Montmorency et Salomon de la Broue, donc qui étaient assez proches, avaient tenté de le dresser, mais qu'ils jugèrent que le Bonite était trop sensible, impatient, mal assuré. Il dit même, il n'y avait nul moyen de branler tant soit peu dessus qu'il ne se mit en désordre. Pluvinel le dresse bien sûr en quelques jours et lui fait atteindre la perfection où un cheval pouvait atteindre. Ce qui l'amène peu après à le montrer à Fontainebleau. Et ici, c'est toujours donc Monsieur Legrand qui raconte. Il le fit manier à courbette par le droit, après 2 voltes à main droite, 2 voltes à main gauche et 2 voltes à main droite, toutes 6 d'une haleine, sans sortir d'un rond à peu près de la longueur du cheval. C'est un rond très petit. Et la taille de cette volte-là, ça montre bien sûr la dextérité de Pluvinel. Il le fit manier en avant, en arrière, de côté, de ça, de là, à une place, en faisant une courbette de côté et changeant tout en l'air, retombait de l'autre côté, tant de fois qu'il plaisait au chevalier. Je nommais tout à l'heure ce manège la sarabande du Bonite. Ici, Bellegarde rappelle une chorégraphie et use de surcroît d'une comparaison donc avec la danse, et je l'ai quand même mise là consciemment. La démonstration de Pluvinel et du Bonite est une sarabande, donc cette danse que le dictionnaire de Furetière qualifie de mouvement gai et amoureux. Cette anecdote présente bien le parti pris adopté par Pluvinel, c'est-à-dire que la description du mouvement, son rappel, est davantage rapportée à titre de témoignage plutôt que de viser à sa reproduction. Le lecteur en tire une impression, plus qu'un mode d'emploi. Et de même, l'ouvrage lui permet de tirer des conclusions sur la méthode de Pluvinel, mais les aspects didactiques passent au second plan. C'est ce qu'on va voir dans cette partie où je vais vraiment traiter les illustrations. Donc, en effet, c'est ce que traduisent également les illustrations. L'ouvrage de la Broue est avant tout didactique, tandis que celui de Pluvinel est avant tout représentatif, où se veut la mise en scène d'une pédagogie. Donc, un coup d'œil aux deux ouvrages, et je pense que vous pouvez en témoigner, suffit pour affirmer que les illustrations sont d'un style radicalement différent, qu'elles recherchent un effet distinct. Chez Pluvinel, les planches sont, à quelques exceptions près, et nous y reviendrons, des vues horizontales, prises de face. Le point de vue qu'adoptait Crispin de Passe, sans doute installé dans un coin du manège. Toutes sont encadrées d'un ordre de colonnes et de frontons qui varient au gré des planches et qui n'est pas sans rappeler l'organisation du traité de Girard Thibaut d'Anvers. À une échelle plus réduite. Ces colonnades, tout comme le point de vue horizontal, participent à créer un effet théâtral, lequel est renforcé par les impressions architecturales où s'alignent les voûtes et les colonnes et les effets de perspective qui créent de la profondeur.
Donc, cette dimension architecturale, que l'on pourrait croire de simples embellissements ou une recherche esthétique ou un hommage aux initiatives architecturales d'Henri IV, dont on peut souligner quand même la recherche d'ordre et la symétrie, ou encore la simple démonstration de l'art de Crispin de Passe, agissent en fait de manière à accroître les effets d'ordonnancement et de géométrisation de l'ouvrage. Donc, si on veut, la perspective n'est-elle pas justement l'application dans le dessin des principes géométriques? Certaines planches, certaines perspectives sont par ailleurs identifiées comme la galerie du Louvre. Je pense que c'est celle-ci. La Grande Écurie, la Place Royale ou les Tuileries. Et ces effets de théâtre et de mise en scène sont également accrus par les jeux de regard. Ah, j'ai oublié de vous mettre une... c'est pas grave. Les jeux de regard qui peuvent être analysés dans chacune des planches, mais qui sont présents d'une manière exacerbée. On le voit quand même ici, où chaque spectateur est regardé ou regarde un autre personnage, également ici. Il y a toujours des spectateurs qui sont là pour être là, si on veut. Et dans ces combats équestres, ces joutes à cheval, le roi doit montrer à ses généraux son aisance et sa maîtrise, préfigurant ses qualités de roi guerrier. Et dans cette planche-là, et je pourrais vous la montrer tout à l'heure, les regards des spectateurs sont dédoublés parce qu'on a à l'avant-plan donc le roi à cheval avec sa lance donc qui est lancée, et derrière à l'arrière-plan on a une série de généraux qui sont tous identifiés par leur nom, qui sont montés à cheval, et on voit les yeux des généraux sur le roi et les yeux des chevaux qui sont un peu anthropomorphisés parce qu'ils sont très sur le devant de la tête du cheval et non pas sur le côté, et qui regardent aussi comme s'ils le jugeaient, si on veut, le roi en train d'effectuer sa joute. C'est assez impressionnant. Ah oui, et ça vient rajouter un effet de réalisme supplémentaire parce que tous les personnages, ou presque, à quelques exceptions près, sont nommés dans l'ouvrage. Okay, on peut dire ici c'est le marquis de Soubise, ici Monsieur le Grand, etc. Et d'ailleurs, le réalisme de Crispin de Passe est tel qu'il n'en oublie pas la petite chienne du roi, sa favorite, qui n'avait pas la réputation d'être commode et qui le suivait partout, même au manège. D'ailleurs, une note de Gilles Ménage rapporte que si Pluvinel supportait patiemment cette infraction aux bonnes règles, un jour, lors d'une leçon, elle sauta sur le précepteur du roi, David de Rivaux-Florence, qui, pour la chasser, lui donna un coup de pied. Le roi, en colère, frappa ce dernier, qui voulut se retirer, mais l'affaire s'arrangea avec la promesse d'un évêché. Et on le voit quand même qu'elle était peut-être un peu... voilà. Mais c'est toujours la même, et même son pelage est reproduit. Voilà. C'est des petits clins d'œil, en fait, qui viennent supposer que ce n'était pas qu'artifice, si on veut. Il y a aussi cette vocation de témoignage, comme je le disais tout à l'heure. D'autant plus que, donc, pour participer à cet effet de théâtralité, si on veut, les planches représentent la plupart du temps le moment, si on veut, photographique du saut ou de la figure à exécuter, et non pas le chemin afin d'y parcourir comme ce serait représenté chez Labroue, par exemple. Donc ici, on a une croupade, une courbette ici, la ballotade, et c'est représenté précisément au moment où le cheval a les 4 pieds qui ne touchent plus au sol. Donc bref, les illustrations de Crispin de Passe renforcent cet effet de mise en scène qui permettait également le choix du dialogue entre Pluvinel, Monsieur le Grand et le roi. Donc tout depuis l'ampleur du volume
énorme, jusqu'à la qualification du bonite de chef-d'œuvre, et je cite, s'inscrit dans une logique de représentation. Et cela nous mène à penser, surtout en considérant cette planche, donc la planche représentant le carrousel de 1613 auquel a participé Pluvinel, donc qui est au centre ici, que cet ouvrage préfigure en quelque sorte la vague de recueils de ballets, donc de livres de fêtes, dont le plus célèbre est peut-être celui de Perrault avec les planches par Israël Sylvestre, que vous connaissez sans doute, et qui reproduit les scènes du carrousel de 1662, donc, qui a eu lieu sous Louis XIV. C'est-à-dire que celui-ci, donc comme les ouvrages mettant en récit ou rappelant à la mémoire les spectacles, vise à illustrer un mouvement sans se soucier véritablement de sa reproductibilité. Il s'inscrit ainsi dans l'ensemble des ouvrages commandités par le pouvoir royal, donc comme l'est celui de Pluvinel, destinés à diffuser son image. On retrouve quand même dans les illustrations de l'ouvrage de Pluvinel quelques traces de la réflexion géométrique sur laquelle se basent les mouvements. Donc, en effet, si on peut remarquer des traces de sabots dans le sol, qui pourraient sembler être issues d'une recherche de réalisme supplémentaire, okay? Parce que, bien sûr, dans le sable, les chevaux laissent des traces de sabots. Mais on a également les lignes, donc les cercles qui indiquent en fait la composition géographique du mouvement, qui viennent, si on veut, indiquer qu'il s'agit là d'un écho au type de schéma utilisé par la broue. Et si on veut... Je reviendrai plus tard, mais si on regarde bien le sens des sabots, on voit en fait qu'on peut déduire le sens du mouvement. Donc ici, les sabots suivent vraiment le cercle, et ici, les sabots montrent qu'il s'agit là d'un mouvement qui est latéral. Voilà. Mais il y a bien aussi deux planches qui sont des planches de schéma insérées dans le livre de Pluvinel, où les vues sont prises de haut, donc contrastant avec les autres prises horizontales, et où justement les sabots indiquent la direction, l'angle et l'incurvation du cheval. Bref, ce sont des schémas qui reprennent les codes de la broue et qui contrastent avec les gravures réalistes de Crispin de Passe. Donc, une planche concerne le travail au pilier et la seconde est un assemblage de diverses figures plus ou moins introduites. Les voltes, la volte carrée, les pas de côté ici, la passade en haut. Et ce sont des planches qui semblent, sinon reprises, du moins inspirées par celles de la broue. Donc, je vous ai fait une comparaison ici, où on voit bien l'agencement, si on veut, des figures et du texte chez la broue et la reprise, l'amalgame, si on veut, de ces figures-là chez Pluvinel. Donc c'est ça, disons, sinon reprise, du moins fortement inspirée. Et ce qui nous permet de l'affirmer, c'est que la broue développe en fait un langage schématique cohérent et complexe. Ces bois, donc il s'agit ici de bois gravés et pas de figures en taille douce, se distinguent par leur justesse géométrique et leur simplification qui va jusqu'au dépouillement, ne laissant que la forme géométrique, donc la figure à exécuter, qui indique le tracé de l'avant-main et de l'arrière-main du cheval. Et donc, ce tracé de l'avant-main et de l'arrière-main peut être parfois dissocié, notamment lors du travail latéral, comme là, par exemple. Donc, on a une ligne qui représente l'avant-main et la deuxième ligne qui représente l'arrière-main. Okay, donc, ce qu'on voit avec les petites traces de sabots qui viennent donc donner aussi le sens, la direction. Voilà. Donc, et ces nombreux schémas permettent de comprendre des différences qui sont extrêmement fines
entre deux étapes préparatoires d'un mouvement, et ceux-ci viennent comme un appui nécessaire à la compréhension du texte, plus que sa simple illustration. Okay? Donc, on a vraiment l'évolution à la fois de l'explication et l'évolution du schéma qui vient parfois apporter des micro-différences, des très petits détails entre chaque partie du mouvement. Et Labroue, bien sûr, n'invente pas, à proprement parler, ce langage schématique. Il ne manque pas de s'inspirer de ses prédécesseurs. Ah oui. Ah aussi, je vous ai mis quand même le type de complexification de figures qu'on peut avoir chez Labroue. Donc, je vous disais tantôt, les cercles et les lignes sont les figures les plus simples et toutes les figures supplémentaires ne sont qu'une multiplication et une complexification de ces deux éléments-là. Et ici, on a un exemple parfait, en fait. Ce ne sont que des cercles et des lignes, mais au final, on arrive avec un manège qui est relativement complexe, qui comprend également du travail latéral, etc. Et je vous ai mis cette image-là aussi parce que ici, ce ne sont qu'un ensemble de lignes et de cercles sans travail latéral. Okay? Donc, vous pouvez voir parce que la différence, parce qu'il y a deux pistes dans l'une des images et ici seulement une piste, ce qui veut dire que l'arrière-main et l'avant-main vont tout du long. Mais aussi pour vous citer la première partie donc lorsque Labroue revient en fait dans son texte après avoir montré la figure. Donc, cette quantité et diversité de lignes qui par aventure ressembleraient confuses à plusieurs peuvent néanmoins montrer aux cavaleristes clairvoyants comment il faut avancer le cheval par le droit, etc. Donc, il est conscient d'une certaine confusion que des néophytes pourraient avoir à voir ces schémas-là, mais tout cavalier confirmé peut très bien comprendre en fait le sens de cette figure et sa réalisation. Voilà. Mais est-ce que c'est le cas? Oui, tout à fait. Non? Parce que moi, je ne sais pas du tout comment... Ce ne sont que des voltes et des lignes droites. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a ni point de départ, ni point d'arrivée, il n'y a pas de direction qui est indiquée. Non, parce qu'en fait, le but, c'est juste de montrer qu'il faut enchaîner les voltes et les lignes droites pour, si on veut assouplir le cheval, arriver à une certaine dextérité au niveau de l'incurvation, etc. Donc, peu importe où on commence, peu importe où on finit, le but, c'est de comprendre à quoi ça sert, comment est-ce qu'on l'effectue. Donc, oui. Là, on peut naviguer sans fin, en fait. Oui, exactement. Le schéma, et c'est ce qu'il faut. Exactement. Ça pourrait représenter, si on veut, le tracé qu'on effectue lors d'une séance de manège, par exemple. Au pas, au trot, au galop, peu importe. Mais c'est aussi pour montrer que toutes les variations sont possibles. C'est ce qu'il explique, oui. Voilà, donc Labroue ne manque pas donc de s'inspirer de ses prédécesseurs, mais si on considère les traductions de traités italiens en français qui précèdent juste son œuvre, comme par exemple ici avec le traité de Fieschi, d'abord paru à Bologne en 1556, mais ici dans une traduction qui date de 1564, donc qui suit de très près, en fait, si on veut, l'écriture du texte original. Donc, on saisit quand même l'importance du travail de schématisation, de l'inscription du mouvement dans une visée géométrique, et son intention également de faire entrer l'équitation parmi les disciplines modernes. Okay, donc, on voit vraiment le travail de modernisation de ce type de figure à celui-ci. Et cette vision schématique, qui est celle de Labroue, c'est celle qui persiste, si on veut, dans la notation chorégraphique et qui, grâce à l'apport géométrique, permet véritablement de visualiser le mouvement en fonction du temps. Et je vous donne comme exemple, je ne sais pas si vous connaissez ce fait-là, mais comme je vous montrais un peu de Fieschi, il existe en fait quelques planches, elles sont vraiment pas nombreuses chez Fieschi, où Fieschi effectue une espèce de notation musicale du mouvement que doit avoir le cheval.
Donc, je ne vais pas vous la chanter. Mais ici, je pense que il est en train de trotter, ou en tout cas, il y a une espèce de différence avec les allures, si on veut, à 3 temps ou à 4 temps. Voilà. Mais bon, si on parle de chorégraphie... voilà. Donc, c'est ce que montre un peu la broue avec le déplacement que doit subir la lance lors de la course de bague. Et je trouve vraiment que dans cette illustration-là, on voit très bien le mouvement représenté en fonction du temps. Donc, il y a plusieurs lignes. Je ne sais pas si vous pouvez lire, mais je vais lire pour vous. Donc, la première, c'est la ligne visuelle, donc le regard du cavalier. Ensuite, il y a la ligne à bien suivre pour bien viser le fer de la lance au partir, donc la ligne pour viser. Et ensuite, la ligne du partir, donc on voit que la lance doit demeurer droite jusqu'à un certain point et ensuite commencer à se baisser, donc en 2 temps. Voilà. Et la broue indique aussi, donc petite légende ici, donc par cette figure démonstrative, on peut mieux comprendre les sudits préceptes des belles courses, mais ces lignes doivent être imaginées droite à droite, les unes des autres, comme en ligne perpendiculaire. En tout cas, j'ai essayé de comprendre cette affirmation. C'est pas si simple que ça. D'après moi, la perpendicularité, est à voir en fonction de la bague et de l'arrivée, plutôt que les unes par rapport à l'autre. En tout cas, on en discutera après. Peut-être que vous avez des interprétations différentes. Voilà. Donc, je reviens aussi. La simple juxtaposition du traité de Fieschi, de celui de la broue et du traité de Pluvinel, imprimés à peu près 30 ans d'écart chacun, montre quand même rapidement l'évolution de la discipline. Okay? Donc, avec Fieschi, la broue et Pluvinel, mais aussi, et surtout peut-être, le développement des techniques d'imprimerie et de reproduction de l'image. Donc, en somme, si on voit que la géométrisation, la rationalisation du mouvement surviennent inévitablement dans les traités d'équitation au tournant du XVIIe siècle, donc en raison du contexte de développement des techniques militaires, de la réduction en art des techniques du corps, et grâce aux avancées techniques de l'imprimerie, donc ces 2 modes de représentation du mouvement peuvent se mettre au service d'œuvres aux intérêts divergents. Donc, tandis que la broue cherche par ses schémas la reproductibilité de ses gestes, Pluvinel tendrait plutôt à valoriser la diffusion d'une image. Donc, une différence qui se comprend en évaluant d'un peu plus près les entourages des 2 auteurs. Et ça nous permettrait peut-être de trouver une réponse en envisageant l'esprit protestant de la broue. Donc, protestant présumé, je le rappelle, mais qui imprime notablement chez un imprimeur radicalement protestant. Et cet esprit protestant permet d'envisager sa vision de la géométrie comme, si on veut, une tentative de se rapprocher d'une harmonie entre le cheval et l'homme, qui, si on repense au schéma, l'homme s'efface dans ces schémas-là, ne laissant comme trace que les sabots du cheval. Et voir peut-être, si on veut, et cela expliquerait son insistance sur l'opposition entre l'ordre et le désordre, de se rapprocher d'une harmonie du monde perdu. Donc, si on pense, par exemple, à ce que disait Spitzer, qui voit la rupture entre les catholiques et les protestants comme une perturbation de l'harmonie divine. Tandis que la place de la géométrie, de la rationalisation chez Pluvinel, qui est tout aussi prégnante, est plutôt une remise en place ou une reproduction du pouvoir royal qui est située au milieu d'une organisation centralisatrice. Donc, cette géométrie est ici mise au service et représentation du politique. Et c'est une utilisation qui préfigure de toute évidence celle du règne suivant avec Louis XIV, où cette dimension-là va juste exploser en ampleur.
Et donc, si on revient sur la question avec laquelle je suis venue ici dans ce séminaire sur les chorégraphies et qui m'a accompagnée tout au long de ma réflexion, à savoir, pouvons-nous parler de chorégraphie dans les premiers traités d'équitation français? Je pense avoir esquissé quelques pistes, notamment par l'évocation de l'inscription de la reproductibilité du mouvement dans sa représentation, ou encore en pointant, bien sûr, vers les ballets, les carrousels équestres, qui, eux, sont véritablement chorégraphiés. Mais je termine avec cette idée, donc l'idée que l'équitation, et c'est ce qui ressort à la fois de l'ouvrage de Pluvinel et qui est en fait au cœur de ma thèse, qui est que en fait l'équitation est un art performatif. Que dès que le cavalier se met en selle, il se place dans une posture de représentation, et donc que les mouvements du cavalier seraient une suite logique et apprise de mouvements et d'attitudes ordonnés et maîtrisés lors de l'apprentissage de l'équitation. Et on pourrait voir, si on veut, l'apprentissage de l'équitation comme l'apprentissage d'un ensemble de micro-chorégraphies. Voilà. Merci. Je vais essayer de vous trouver, en fait, l'image avec les cavaliers, les chevaux qui regardent pendant ce temps-là. Merci beaucoup. En tout cas, c'est exactement dans les sujets du programme, c'est-à-dire que je pense que chacun, avec nos regards aussi et nos sujets de recherche ou d'expérience différents, projette aussi, voilà, des différentes perspectives sur ces objets. Et je pense que c'est vrai que la comparaison entre Labro et Pluvinel est particulièrement instructive dans la manière dont on met en scène, et c'est voilà tous les corpus du programme. Voilà, que ce soit depuis la fin du XVe siècle jusqu'à aujourd'hui qu'on traite dans ce programme de recherche, traite justement de cette mise en scène de la didactique et de l'enseignement et de la mise en scène de la transmission et de la rationalisation de la transmission, et donc là soit sur l'image didactique ou l'image qui met en scène, c'était vraiment intéressant. Et on a un petit temps pour échanger. Je sais pas s'il y a des questions. Oui. Pardon? Oui. Et j'ai vu une très belle émission, un documentaire sur Bartabas. Oui. Avec son Spanza. Oui, tout à fait. En fait, c'est intéressant parce que je ne sais pas si vous savez, mais Bartabas a son cirque Zingaro, mais il est aussi, il a repris l'Académie équestre de Versailles. Donc, il s'inscrit directement en filiation, si on veut, avec les académies équestres qui ont été développées au XVIIe siècle. Bon, après, il y a eu tout un débat dans le monde équestre sur qui reprendrait cette académie, etc. Et c'est un peu la vision moderne, circassienne aussi, et spectaculaire de Bartabas qui l'a remporté. C'est une vraie gravure, c'est la vraie gravure. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Moi, j'avais juste une petite question vraiment de détail. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les dessins justement que l'enseignement du dessin par Crispin de Passe justement? Crispin de Passe. Ouais. Je vais vous avouer que je me suis pas intéressée à cet élément particulier-là, mais par contre, je pourrais éventuellement vous retrouver la source où j'ai appris en fait qu'il enseignait le dessin. Mais je pense vraiment que il est d'abord venu à Paris sur appel, donc il a été convié à réaliser ces gravures et qu'il a ensuite été amené à enseigner le dessin aux élèves de l'académie. C'était dans un second temps, non? Moi, je pensais que c'était justement dans le sens inverse. Non. Non, c'est ça. En fait, c'est ça. L'ouvrage de Pluvinel a été commandé par le roi, ou par l'entourage du roi, peu importe.
Et pour l'illustrer, donc on est allé chercher, on a fait la demande d'un graveur néerlandais, etc. Donc c'est Crispin de Passe qui est venu. Donc, depuis la monographie de 2011, je crois, il n'y a pas forcément d'articles, de choses qui sont sorties depuis, vraiment sur lui, en fait. Sur Crispin? Ouais. D'accord. Merci. Merci. Et justement, sur Crispin de Passe, les seules planches chez Pluvinel où on a vraiment des schémas qui tournent un peu vers vraiment le diagramme et plus abstrait, Ouais. elles sont aussi de Crispin de Passe? Oui, ce sont des. Oui, Okay. Il est écrit Crispin de Passe, fait qu'il est. Ouais. D'accord. Mais, oui, allez-y. Non, mais c'était la question parce que par rapport au schéma chez Labroue, on a, j'ai pas regardé du coup, chez Labroue, on sait qui sont les dessinateurs et graveurs. Le graveur, oui. Oui, je le sais. Je sais pas exactement. Je lis quelque part l'information, mais j'ai pas de. Ça, c'est un point, ça va au-delà de ce que. Mais c'est vrai que c'est en termes de métier, c'est des sujets qu'on travaille plus pour la danse au 18e et vraiment les traités du 18e, mais qui sont les graveurs et en quoi ça génère aussi une typologie d'image qui va être bien différente si on est dans des graveurs qui sont plutôt les graveurs du côté de l'image technique et du livre scientifique ou au contraire chez Crispin de Passe, voilà. Les graveurs, mais aussi les imprimeurs. Voilà. Et c'est toute la différence entre le texte qui est publié chez Autain et le texte qui est de Pluvinel. Puis même, on le voit dans l'influence de la page de titre qui change radicalement lorsque c'est Langelier qui reprend le texte de Labroue. Et là, on voit un peu plus l'influence, ok, donc gravure en taille douce, beaucoup plus de représentativité, mais alors que la page de titre de l'impression chez Autain est d'une sobriété extrême et qui a des échos dans la sobriété aussi des schémas. Donc c'est un peu tout est cohérent aussi dans cette perspective-là. Et les schémas, c'est sur bois, donc chez Labroue. Pardon, c'est sur bois. Ouais. Mais ils sont extrêmement fins. C'est un livre qui est magnifique. Mais c'est aussi une histoire d'imprimeur et les impressions de Autain sont extrêmement fines. Je vous montre rapidement. J'en ai plusieurs, mais... Même les empreintes, il y a un caractère très décoratif des. Mais c'est décoratif, mais en même temps, elle montre aussi, elle s'inscrit vraiment dans la ligne géométrique qui est le cercle. Oui, mais il y en a aussi en dehors du cadre. Et il y en a aussi en dehors du cadre, donc par effet de réalisme, tout à fait. Mais vous voyez vraiment bien les différents généraux, les hommes de roi qui regardent le roi, et juste en dessous, on voit les yeux des chevaux qui suivent, si on veut, le regard des cavaliers qui vivent le roi. Donc il y a vraiment un effet de théâtralisation. Moi, j'avais plusieurs questions. La première, elle est peut-être la plus générale, mais on connaît énormément de choses sur l'enfance de Louis XIII. Et ça, c'est encore un autre témoignage. Et c'est vrai que c'est étonnant de voir comment cette enfance-là, elle croise, voilà, depuis son médecin jusqu'à ses pédagogues. On a comme ça un ensemble de points de vue sur ce roi en devenir. Et ça, je trouvais que c'était aussi voilà, une dimension très spectaculaire. Voilà, de ce traité-là. Donc voilà, c'était plutôt une remarque comme ça générale. La deuxième chose, c'est que moi, ce que je trouve aussi très patent dans l'effet de géométrisation que vous avez très bien décrit, c'est que cette notion de ligne droite, en fait, elle recouvre aussi des réalités qui sont très différentes, puisque c'est à la fois l'érection de la figure donc, dans la verticalité, les parcours, et puis aussi, bon, ce que vous avez bien décrit, mais la flexion ou non du corps du cheval. Donc en fait, ces trois choses-là qui en fait sont
des réalités complètement différentes. Tout d'un coup, elles se retrouvent dans le dessin uni. Donc ça, c'est vrai que c'était très spectaculaire. Et la dernière question enfin la seule question que j'ai, mais voilà, c'est que vous avez beaucoup utilisé le terme de schéma. Ouais. Est-ce que c'est un terme qu'ils utilisent eux-mêmes pour décrire ces illustrations? Parce que c'est vrai que là encore, ils ont différentes catégories. Enfin, c'est des diagrammes, c'est des croquis de parcours, c'est voilà. Enfin, il y a tout un registre en fait de types de représentation. Ouais. Mais c'est sûr qu'ici, ce ne sont pas des croquis. Bien sûr. Ce sont vraiment des figures démonstratives et ça, c'est plutôt le terme qu'emploie, en tout cas, qu'emploie la Brou. Figure démonstrative. Figure démonstrative. Ah oui, donc comme après chez Feuillet et tout ça. Exactement. Ouais. Donc, ce que j'appelle les schémas, mais les figures démonstratives, sont vraiment liées au texte, intégrées au texte, et on l'a vu, intégrées même dans la page. Donc, on n'a pas des pages de texte et ensuite les figures. Non, les figures font partie du texte lui-même. Donc, pour lui, j'ai l'impression que la démonstration du mouvement et son explication font partie d'une seule et même chose. Et même, il le dit au début de son traité, c'est parce que je suis âgée, c'est parce que je ne peux plus, moi, montrer, si on veut, la belle équitation, que je vous montre en faisant des schémas, en faisant ce traité. C'est ça, il y a vraiment la volonté de la Brou est démonstrative dans son traité. Et il y avait autre chose, oui, par rapport à ce que vous m'avez dit au tout début, donc c'est la notion de rectitude, si on veut, qui s'illustre de plusieurs façons. Elle s'illustre aussi dans une autre dimension qui est éthique et morale et qui se retrouve aussi dans ces traités-là, surtout chez la Brou, pour plein de raisons, mais aussi parce qu'il est protestant, mais il faut se remettre en contexte, c'est-à-dire que l'équitation est enseignée aux jeunes hommes à un âge où ils doivent aussi apprendre, oui, à se tenir bien à la cour, mais aussi comment être droit éthiquement et moralement. Et il y a un adage qui dit que, en fait, l'apprentissage de l'équitation pour un noble ou pour un roi est l'apprentissage le plus formateur, parce que tandis que la cour va pardonner ou dissimuler toutes les maladresses possibles du roi, le cheval, lui, ne pardonne pas et il va jeter par terre un fils de paysan ou un noble de la même façon. Donc, il y a aussi cette vision du cheval qui est pédagogue, du cheval qui mène à la rectitude, mais d'un point de vue vraiment moral, que j'ai pas exploré dans cette communication, mais qui est présent aussi. Donc, il y a vraiment un reflet entre cette géométrie schématique et la rectitude, disons, éthique ou morale. Voilà. J'avais une autre question sur la conclusion en fait de votre communication, parce que évidemment cette notion de petite chorégraphie m'a fait penser aussi à la thèse que développe William McNeill sur le drilling. Okay. Donc le fait de qui avance comme ça, une proximité entre d'un côté les arts militaires et de l'autre côté les pratiques chorégraphiques en l'occurrence, sur cette capacité ou l'importance qu'acquiert le fait de répéter de manière, de réitérer comme ça un ensemble réduit de gestes pour les incorporer. Et donc il utilise ce terme de drilling qui n'est pas traduit. Le drilling, qui n'est pas traduit dans la traduction française, enfin parce que c'est compliqué effectivement à saisir, comme une manière très particulière en fait qui se développe au XVIIe siècle de constituer un répertoire de gestes dans l'enseignement militaire et en fait qui se propage dans d'autres sphères d'activité dont la danse l'équitation. Et dont l'équitation. Après, il y a un élément qui est quand même différent avec l'équitation, qui est l'ajout d'une subjectivité. C'est-à-dire le cheval, s'il n'a pas envie, ou en tout cas,
il y a quand même cet élément chaotique-là ou de potentiel chaos qui se rajoute par rapport à justement des exercices militaires, des exercices de danse, ou si on veut, on est seul maître de son corps. Là, il faut être maître de son corps, mais aussi du corps du cheval, ce qui rajoute, si on veut, une difficulté. Donc, c'est un idéal. Après, est-ce que c'est possible? Mais c'est comme la ligne droite et la ligne courbe. Elles restent dans le domaine de l'idéal à cheval, et c'est extrêmement difficile. Je voulais juste revenir sur le schéma, justement, qu'on voyait qui n'a strictement aucun numéro ou aucun point de départ, dont on parlait tout à l'heure, qui est un schéma qui offre plutôt une synthèse, mais qui finalement, par rapport à des descriptions verbales, n'est pas absolument nécessaire. C'est-à-dire que dans les autres, c'est-à-dire qu'il il a une complexité visuelle, mais il n'a pas forcément une pertinence dans l'idée que c'est une forme de démonstration. C'est une démonstration visuelle des potentialités et justement de ce caractère un peu infini de la circulation, mais ça semble pas forcément indispensable enfin, moi j'ai envie de poser la question, quelle est la part de figures qui sont là pour produire un ouvrage qui renvoie une scientificité ou qui justement va produire des images qui sont vraiment des images support à la démonstration. J'ai l'impression, et c'est intéressant que vous reveniez sur cette image-là parce que je l'aime beaucoup, mais j'ai l'impression que ici, la broue s'adresse à son lecteur, si on veut, et il y a plusieurs formes d'adresse directe au lecteur, et il fait la distinction entre le lecteur qui sait, le lecteur qui peut lire l'image, et celui justement qui ne sait pas. Et c'est ce qu'il explique juste après, en fait. Donc, c'est un schéma qui est plus ou moins inscrit dans la démonstration, mais en tout cas qui est clairement inscrit dans la rhétorique de la broue. Et dans sa volonté pédagogique, c'est-à-dire que peut-être qu'au début, parce que si je ne me trompe pas, c'est un schéma qui est au début du 2e livre. Donc peut-être qu'au début, à la première lecture, le lecteur ne saura pas s'y retrouver, mais qu'à la fin du livre, s'il y revient, il va comprendre en fait l'agencement des lignes et des courbes. Donc c'est pas un schéma qui est nécessaire. Il n'y a pas non plus de lettres. Exactement. Il n'y a pas de légende, mais il est là quand même. Peut-être aussi, je ne vais pas dire par humour, mais comme clin d'œil à son lecteur, plus que autrement. Et c'est ça. Donc, il a dit, qui par aventure ressemblerait confuse à plusieurs. Il sait très bien, en fait, que les schémas peuvent mener à confusion aussi. À cette époque-là, en règle générale, en fait, à chaque fois qu'on met des schémas comme ça, ou dans les traités de dévotion, on a beaucoup de schémas allégoriques qui peuvent avoir l'air extrêmement abscons, comme ça, on n'arrivera jamais à les interpréter sans l'aide du texte, en fait. Je crois que la plupart des auteurs, soit dans les livres de dévotion, mais aussi dans les traités, je dirais, chorégraphiques, d'escrime, caisse, etc., en fait, ils insistent assez souvent sur le fait qu'il faut toujours lire la figure à partir du texte. Et en fait, à partir du moment où on lit le texte, on regarde la figure, on se rend compte que la figure n'est pas vraiment une figure si abstraite que ça, mais qu'en fait, c'est une illustration très, je dirais, très littérale en fait, du texte. Et que ce qui paraît extrêmement complexe à première vue, en fait, devient extrêmement facile à lire si on suit le texte. Exactement. Mais il y a aussi un effet de recherche de la complexité qui est artificielle. Et là, je pense aussi au traité de Thibaut d'Anvers, où le fait de se mettre sur ce cercle mystérieux. Mais le 16e siècle, c'est aussi l'époque des recueils de secrets, par exemple. On cherche alors que la broue, justement, dit vouloir être limpide, ne pas s'inscrire dans ces recueils de secrets. Ça, pour moi, ça tient un peu du recueil de secrets. L'illustration, en fait, ça contribue à donner, je dirais, une espèce de côté très érudit, en fait. Exactement. En fait, exactement. C'est ça. Et du coup, c'est amusant parce que dans le traité de Pulvinel, il garde quand même justement cette espèce d'encadrement qui ont l'air de Canon, de
une scène de théâtre ou devant je sais pas, une galerie. Mm. En fait, j'ai toujours l'impression que les gravures de Crispige de Paz, justement, ont l'air vraiment des espèces de tapisseries. En fait, on a des grandes figures comme ça qui occupent presque toute la hauteur du format des petits tableaux. Donc on a l'impression d'être dans une espèce de galerie, je sais pas. J'en ai pas parlé non plus, mais il y a plusieurs des gravures de Crispin de Paz, de Pluvinel, je ne sais pas si vous savez, qui ont été reprises comme tapisserie. Ouais. Et c'est marrant parce que du coup, les schémas géométriques, ils gardent quand même ce cadre justement qui marche bien avec l'histoire. Oui. Il fait pas de Oui. Mais ça montre aussi un peu l'artificialité de ces deux planches de schéma-là. En tout cas, peut-être un peu moins pour la planche avec le travail de pilier. En tout cas, j'en ai pas parlé, mais on revendique souvent que Pluvinel est le premier à avoir introduit le travail de pilier dans l'équitation. Bon, c'est quelque chose de très contesté, je ne vais pas entrer là-dessus ici, mais donc cette planche-là a une importance. L'autre planche, pour moi, c'est de la reprise. Et juste les planches, est-ce qu'on a une trace ou une étude de leur circulation en dehors du livre? De Crispin? Ouais. Je sais pas. Je suis tombée à Saumur sur une tapisserie qui reprend justement l'image de la planche de Pluvinel, et il y en a eu des séries de ces tapisseries-là, vraiment nombreuses. Elles étaient très prisées et je pense qu'elles étaient faites à Bruxelles aussi, donc dans les Pays-Bas, d'où l'influence néerlandaise de Crispin, etc. Chez Langelier, il y avait dans l'édition, est-ce qu'on a aussi des... Parce que alors c'est Langelier, c'est la personne c'est Ouais. pas la même chose, mais est-ce qu'on a la circulation Mais- des planches pas seulement à destination du livre, mais qui ont leur usage. Leur propre. Je sais qu'il y en a donc des planches qui sont imprimées, qui sont revendues encore aujourd'hui de certaines figures. Donc, cette destination-là, mais j'ai pas d'études exactes sur leur fortune. Mais par contre, il y a une différence vraiment notable dans la qualité des planches dans le texte de Menou et celui de Crispin de Paz. Et c'est pour ça que toutes les images que je vous ai montrées étaient issues de l'édition de 1623, parce que celle de 1625, c'est juste. Et celle de 1625 et plus tard, ça décroît en qualité. Et il y en a en fait, il y en a moins aussi. Il y a un choix qui a été fait. Elles sont disposées autrement et ça a plus ou moins de sens avec l'évolution narrative aussi. Donc, bon, voilà. Il y a tout ça à dire aussi.